je l'ai dit que c'est un débat, donc c'est un partage, et que moi non plus je n'avais pas des réponses adresse. Je parle bien le terme qu'il faut placer. Donc chacun peut aussi partir de sa propre connaissance pour bâtir sur le partage qu'on a à faire. Mais qu'on n'oublie pas l'essentiel qui nous a réunis, c'est de pouvoir faire aboutir une liberté. Ça, c'est important. Donc je vais commencer par la dernière question et après tu vas m'aider pour la suite. Qu'est-ce qui motive l'intervention de l'armée? C'est toujours la grande question que nous aussi on se pose. C'est pour ça que nous parlons. Bon, je n'ai pas voulu faire référence au décret de 2013 parce que c'est tout un autre débat. Non, c'est plus compliqué, c'est plus complexe. C'est vraiment le niveau d'intervention des forces de sécurité dans le maintien de l'ordre. Ça dépasse même le niveau des manifestations. Voilà, ça dépasse le niveau des manifestations. Il y a d'autres secteurs pour lesquels on peut faire appel aux forces de sécurité. Donc pour nous, ça reste un problème parce que c'est des forces de troisième niveau, mais ce n'est pas forcément exclu. Il ne faut pas non plus aussi être dans une philosophie, théorie, disant non, l'armée ne peut jamais intervenir pour réglementer les forces. Non, mais on met des conditions avant l'intervention de l'armée. C'est-à-dire que l'armée ne peut pas intervenir au même moment que la police ou la gendarmerie. Ça doit être graduel. On doit sentir une certaine proportionnalité de l'intervention vis-à-vis de ce qui se passe sur le terrain. Donc ce qu'on critique, ce n'est pas tant l'intervention de l'armée. Souvent, c'est ce que le pouvoir utilise contre Amnesty, que Amnesty n'a pas le droit de donner des leçons à un État indépendant qui peut utiliser son armée comme il en a envie. Ce n'est pas notre devoir de critiquer un pays. Non, chaque pays est libre de fonctionner comme il veut. Mais nous, c'est l'esprit de la loi qui nous intéresse. Donc, en réalité, pour que l'armée intervienne, il faut ce qu'on appelle une réquisition. C'est un document que l'autorité locale ou nationale prend, dans lequel il précise les raisons et les conditions dans lesquelles l'armée doit intervenir. C'est-à-dire qu'il y a tout ce paramétrage-là qui doit être. Mais en réalité, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas, malgré toutes nos démarches, souvent, on n'a pas eu de documents justifiant cela. C'est pour cela que nous, on reste dans l'option sceptique. On n'est pas optimiste vis-à-vis de ça, parce que ça devient récurrent et ça devient répétitif. Et là, je rebondis sur la question de mon ami qui a fait une très belle remarque par rapport à la France. C'est que de plus en plus, les droits humains, comme je vous l'ai dit, ils restent toujours à conquérir. Il ne faut pas se tromper. C'est une imposture de penser qu'il y a des pays des droits de l'homme. Ça, c'est une imposture. Ça n'existe pas. Les droits de l'homme, c'est toujours une conquête. Et si vous allez aux États-Unis, les gens se battent encore. Les Noirs se battent encore pour l'égalité des races. Donc on ne peut pas dire que les droits de l'homme sont respectés quelque part. Même dans des systèmes religieux où on peut prétendre au respect de la dignité de la personne, on se retrouve parfois désavoué par rapport au comportement ou aux faits. Donc c'est toujours des droits à conquérir. Donc l'armée devait agir, mais dans des conditions bien délimitées. Mais ces derniers temps, ce qui vraiment nous surprend, c'est que parfois on a l'impression que l'armée est présente même avant la gendarmerie ou la police. Donc c'est devenu... Et puis plus on en parle, plus l'acte se répète. Donc on se demande si stratégiquement il faut même ne plus en parler. Parce que plus vous en parlez, et plus on a envie de vous dire on s'en fout, et il faut intervenir. L'autre fait sur lequel je vous attendais, c'est aussi la méthode d'intervention. Que ce soit les gendarmes, la police ou les militaires, c'est la méthode aussi. C'est-à-dire qu'on poursuit les gens jusqu'à leur maison, jusqu'à leur domicile. Je crois que quelqu'un en parlait. Donc c'est aussi des éléments. En réalité, c'est interdit. Ça s'appelle aussi l'usage excessif de la force. Et quand on utilise des termes comme ça, on nous dit oui, c'est des termes tirés comme ça. Non, c'est des termes bien pesés. On ne peut pas poursuivre des gens jusqu'à entrer dans leur maison. C'est-à-dire que, au fait, le but du maintien de l'ordre, c'est d'arriver à pouvoir maîtriser celui qui sème le désordre. Donc, on estime que quand on poursuit un manifestant, qui par exemple avait un caillou, et qu'il a pu lâcher le caillou, qu'il a pu quitter le lieu où on le pourchassait,
et qu'il a trouvé refuge, c'est que le but est atteint. Et donc, tout acte tentant de soutirer le manifestant, ça tombe sous le coup de l'usage excessif de la force. Bon, tout ça là aussi, vous voyez, ils ont des experts et des conseillers, dit aussi experts en droit de l'homme, même qui sont mieux que moi. Qu'est-ce que moi je vaux? Moi je ne suis absolument rien devant eux, puisque eux, ils voyagent chaque temps, ils se présentent devant vous comme des experts en droit de l'homme, avec des ME, des PR et tout ça. Donc, qui connaissent mieux que moi ce qu'on appelle l'usage de la force. Donc, en réalité, ils devaient leur dire que ce n'est pas nécessaire. Qu'en le faisant, au fait, vous dénaturez même le travail. Parce que moi, le fait que les gens passent chaque temps à insulter les policiers, les gendarmes et les militaires, moi, je ne suis pas content. Parce que moi, quand on va sur le terrain, je suis plus à l'aise quand je vois les policiers et les gendarmes. Parce que je me sens protégé. Donc, il y en a qui font bien leur travail. Et à Mango, quand on y était dans la grande poussière là-bas, des femmes nous ont dit, dès que telle personne est arrivée, on a cessé de me taper. Donc ça voudrait dire que ce n'est pas tout le monde qui tape les gens. Ce n'est pas tout le monde, tous les militaires, tous les gendarmes, tous les policiers qui tirent sur des manifestants. Donc ça aussi, ce n'est pas bien que le travail de quelques individus puisse dénaturer l'essence même de l'existence de nos forces de l'ordre. Parce que dans tout pays, il faut des forces de l'ordre et de sécurité. Il ne faut pas se tromper. On a besoin qu'ils existent. Qu'il y ait changement ou pas. Même si c'est dans 10 ans, 5 ans, 2 ans, demain, il y a changement de président au Togo, on aura forcément besoin des policiers, des gendarmes et des militaires. Donc il ne faut pas que le travail de quelques individus nous y amène. Deuxièmement, oui, on peut restreindre le droit à la liberté de manifestation, mais comme je l'ai dit tout au début, il y a des conditions et des critères que l'État ou les autorités en charge doivent notifier et expliquer clairement. J'ai parlé de 3 notions, de la notion de la légalité, de la nécessité et puis de la proportionnalité. Ce sont des éléments et des principes importants que l'autorité doit prendre en compte avant d'émettre des réserves par rapport à une demande de manifestation ou à une lettre d'information. Et je vais en même temps là, oui, ce qui s'est passé en France, oui, comme les journalistes aiment toujours dire que Amnesty ne critique que les pays pauvres ou les pays africains, je vais les référer à tous les communiqués qu'on a fait contre la France, quand la France a agi récemment en demandant à l'armée d'intervenir, et aussi aux différentes arrestations que nous avons fait contre la France. Et je pense qu'on a même fait plus qu'on le fait sur beaucoup de pays africains. Donc, il faut qu'on travaille et il faut le mettre dans le public pour que les gens sachent que les droits de l'homme sont universels. Et l'autre point, qui peut interdire, je profite pour répondre, ça dépend de la manifestation. Voilà, si c'est une manifestation à caractère local, le maire ou le préfet est en charge. Même dans la loi, on parle même du gouverneur, même si on n'a pas encore le gouverneur. Mais si c'est à caractère national, le ministre de l'administration du territoire est en charge de répondre aux manifestants. Donc ça dépend du caractère donné. Et donc j'ai soulevé aussi quelques points là-dedans, parce que là, je pense qu'on a sous-estimé le pouvoir judiciaire dans la procédure. Il n'y a que le pouvoir administratif, ce qui n'est pas bien. Alors que j'ai parlé, tout à l'heure en répondant à l'ami, j'ai parlé de la légitimité. La légitimité sous-entend la loi. Donc le pouvoir judiciaire devait intervenir dans la procédure. Donc moi, j'aurais souhaité que quand il y a interdiction, que cela soit prononcé par exemple par un juge. Ça serait plus, pour moi, plus contraignant et plus légal. Que ça soit une autorité politique qui prend une telle décision. Et en même temps, j'ai fait référence aussi aux chambres administratives qui devaient être fonctionnelles. Et quand on interdit, pourquoi c'est nécessaire pour moi de les saisir? Il y a aussi le fait qu'on nous tous, on est dans une notion de présomption de culpabilité ou d'innocence, ça dépend de d'où on est. C'est-à-dire qu'on se dit déjà que la justice togolaise n'est pas bonne. Donc, a priori, on ne va pas utiliser. Bon, si on n'utilise pas le mécanisme, on ne peut pas aussi tirer une conclusion. Donc, il faut qu'on aille et que les juges nous disent ce qu'ils pensent de la décision du contre ou de l'amiral ou du contre-amiral Adénion Fogo, par exemple. Qu'on voit un peu ce qu'il dit. Tenez-vous bien, quand vous fouillez les annales, ce n'est pas aussi évident. Il y a des juges qui ont rendu de bonnes décisions. Il faut, si vous lisez les annales, certains arrêts, c'est très intéressant. Très très intéressant. Donc il faut quand même qu'on s'y réfère et voir qu'il y a des juges quand même qui font l'effort, malgré le contexte, de pouvoir parler. Il y a Kounté, quand il était
président de la CNDH, avait fait recours sur une interdiction, je prends des médias par exemple, et un juge avait rendu une décision là-dedans. Donc je crois que c'est des choses, vous voyez, à force de mettre tout au plat et de tout mettre au noir, parfois on n'arrive pas à faire le travail stratégique. Or le travail stratégique, c'est celui qui prépare l'avènement de ce qu'on souhaite. Voilà. Si déjà en 2011, la loi Bodiona, telle qu'approuvée, était une vraie priorité, et que les gens en avaient fait vraiment une priorité de lutte, et qu'on l'inscrit dans des histoires, dans des questions de réforme, puisqu'on en parle, constitutionnelle et institutionnelle, je pense qu'on aurait pu améliorer la loi telle qu'elle est. Mais ce n'est jamais une priorité pour les gens. Vous voyez, quand tu vois quelqu'un qui manifeste pour le changement de régime, bon, lui, il a un objectif. Tant que tu ne lui dis pas que demain le pouvoir a changé, c'est que ce n'est pas encore une priorité. Bon, si par exemple l'amnistie dit on va critiquer la loi de 2011, nous on dit mais ça c'est quoi? Nous on veut changement, toi tu nous parles de loi 2011. Or aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est cette loi qu'on utilise pour offrir les gens. Donc il faut, quand on veut, pour moi personnellement, il faut faire quelque chose que cela aille en branle. Ce n'est pas, faut pas, pour moi les acquis résiduels doivent concourir à un acquis global. Mais si les acquis résiduels ne peuvent que servir à pouvoir asseoir une situation telle qu'elle est actuellement, je ne pense pas qu'on puisse aboutir à quelque chose de potable pour la vie politique. Donc encore une fois, ce n'est pas un droit absolu, mais il y a quand même des raisons que les États doivent. Monsieur Bernard voulait savoir quel est l'avenir. Ah, l'avenir. L'avenir est incertain, mais j'ai posé 5 propositions. J'ai fait dans ma présentation 5 propositions d'amélioration de la loi Bodiona. 1. L'élargissement de la question de la définition de ce qu'on appelle manifestation. Je vous ai dit aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, les plateformes numériques peuvent être considérées comme des sortes de manifestations publiques quand c'est plusieurs personnes qui se réunissent pour débattre de quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est pour cela que le dernier communiqué qu'Amnesty a fait, nous avons fait une flèche sur la dernière loi sur la sécurité, la cybercriminalité. Ça n'a dit personne. Les gens même plutôt nous ont critiqué. Qu'on est en train de tuer les gens et nous on parle de cybercriminalité. On n'a pas condamné des gens ici parce qu'on a vu dans leur WhatsApp qu'ils ont des images contre des ministres. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas obtenir un changement d'une manière résiduelle. Donc quand il y a une situation comme ça, il faut se réveiller. Vous savez, il y a une loi sur la cybercriminalité. Elle est grave, hein, les gars. Si on veut l'appliquer aujourd'hui, c'est grave. Hein? C'est extrêmement grave. Ceux qui passent chaque matin au réveil à envoyer des trucs comme ça aux gens, ben, ils vont se retrouver un bon matin devant un juge. Donc c'est sérieux. Il faut attaquer les problèmes. Même aussi les journalistes, parfois, on ne s'entend pas beaucoup, hein, parce qu'on n'a pas les mêmes priorités. Et quand les politiques ont leur conférence de presse, gare à vous si, organisation des droits de l'homme, vous avez quelque chose à faire. Personne ne vient. Ce n'est pas utile. Les politiciens priment sur les droits de l'homme. Alors que c'est les droits de l'homme qui fondent l'action et qui aident à faire aboutir l'action politique, que ce soit pour un opposant ou pour celui qui est au pouvoir. Parce que quand les droits de l'homme ne sont pas respectés, c'est d'abord le problème, c'est d'abord pour celui qui est au pouvoir. Ce n'est pas d'abord pour l'opposant, l'opposant n'a rien à faire. L'opposant n'est pas un acteur étatique en ce moment. Et donc c'est celui qui est au pouvoir, c'est lui qui doit répondre. Puisque quelqu'un me dit quelles sanctions, ben, les sanctions, c'est après. C'est pour cela qu'on demande qu'il y ait des enquêtes à chaque fois qu'il y a des morts ou l'utilisation excessive de la force pour que les gens soient arrêtés. Et donc je fais en même temps le lien avec la question de la France pour maintenant faire la différence. Vous voyez, je dis toujours que nous n'avons pas des pays dits droits de l'homme, mais au même moment il y a des différences. En France, quand il y a ce genre d'actes posés par des policiers, et d'ailleurs jusqu'à ce jour, c'est toujours des policiers qui sont cités, les CRS qui sont cités. Il n'y a jamais eu encore un corps d'armée, 14e BIMA ou bien quoi, ou 3e mairie ayant intervenu pour maintenir de l'ordre. En France, leur rôle est très restreint. On fixe ça dans le cadre du maintien de l'ordre, c'est clair. Et donc, habituellement, là-bas, ce qui se passe, c'est que quand il y a ce genre de choses, les enquêtes sont immédiates et souvent, elles aboutissent toujours à quelque chose. Même si pour l'ensemble des cas, on ne punit pas au plan pénal les policiers, au moins quelque chose est fait au plan
disciplinaire. D'ailleurs, même l'inspection générale de la police se saisit immédiatement du dossier et enclenche une procédure. Tel n'est pas le cas ici. Ici, toujours on annonce, mais il n'y a pas encore de concret. C'est là que j'invite les autorités à faire la différence. Moi, je n'ai jamais dit que la France est mieux que le Togo ou que les États-Unis sont mieux que le Togo ou le Bénin. Moi, je ne compare jamais ça. Les journalistes qui me connaissent, quand il y a des interviews, quand on lance le rapport annuel, on me dit que le Togo est quelqu'un. Non, nous, on ne classe jamais les pays. Les droits de l'homme restent les droits de l'homme. Partout, chaque pays a sa particularité. Et donc, pour moi, ce que j'attends, c'est que les autorités puissent démontrer le contraire de ce qu'on pense. Vous avez dit enquête, après 2 ans, 3 ans, on n'a pas de nouvelles, ce n'est pas bon. Ça n'honore pas vos engagements. C'est comme si aujourd'hui aussi on accuse les gens de ne pas respecter, de ne pas être civiques. Comment voulez-vous que les gens soient civiques quand ceux qui sont censés donner l'exemple, parce que vous avez dit que vous allez faire une enquête. Donc, ce qu'on attend d'une autorité au plan moral, c'est qu'elle puisse donner l'exemple, c'est de donner les résultats et de dire voilà ce qui s'est passé. Et donc nous allons, si c'est il y a mort, donc voilà le plan pénal, tel juge, et voilà, ainsi de suite. Et c'est bon. C'est bon pour nous tous. Ce n'est pas bon pour l'opposition. C'est pas seulement pour l'opposition. C'est pas seulement. D'ailleurs, on m'explique c'est l'opposition. C'est les victimes. C'est les victimes qui souffrent. Qui est allé rendre visite à des victimes à Sokode? Peu de personnes sont allées les rendre visite. Et donc, je pense que c'est le bien de nous tous que ces enquêtes-là puissent aboutir. Donc, c'est un peu en répondant, en faisant oui, mais en même temps en faisant la différence entre les deux types. Merci. Avant de vous poser